Mesdames, Messieurs, à cette société des femmes, nous l'ouvrons par un adage congolais qui dit au Lingala, je cite, Bassi Batonga Rambokate. Autrement, les associations de femmes ne font que long feu, mais qu'en pensent les concernés? Elles étaient devant notre caméra, écoutez-les. Bassi Batonga Rambokate, c'est un langage moko païen souvent. Moi, si faut tonga mboka, pour bien nous encadrer Bassi Bananandaku. Nous encadrer mobile, nous encadrer ndaku. Na belle famille, na famille, na son abina tonga mboka. Tout le monde na opédissa, na pédissa utilité na ngezate, na foyer nanga. Je dis que cette phrase-là, elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a eu beaucoup des hommes qui sont devenus grands quand vous leur posez la question, c'est maman qui les avait éduqués. Si vous posez plusieurs autorités, même dans le monde, vous verrez que peut-être papa est mort avant, mais c'est la maman qui a pris en charge, ou c'est la tante qui avait pris en charge, ou c'est la femme de son père qui avait pris en charge, et aujourd'hui il devient un grand monsieur. Ou la femme, c'est une très très bonne personne. C'est une fausse phrase, c'est une mauvaise phrase. C'est une façon pour détruire la femme, c'est alors qu'on avait mis comment on exerce cette phrase que moi ça tonga kambokate. C'est faux. Non, moi ça tonga mboka. Et vraiment, nous avons besoin de femmes responsables à la place qu'il faut, à la place des décisions, pour que nous puissions amener le pays aussi vraiment de l'avant. Il y a des adages, mais d'autres adages ne sont pas bien réfléchis, disons. Ouais. Tout adage n'est pas à prendre. Ouais. Quand c'est instructif, oui. Quand ce n'est pas instructif, vous abandonnez, on délaisse. C'est comme dit la Bible. Retenez ce qui est bien, rejetez ce qui est mauvais. La femme est une, certes, mais dans de différents formats selon les spécificités, et chaque homme a un profil pour lequel il craque une femme. Il y a des goûts, hein, il y a des goûts et les couleurs aussi. Donc ça ne se discute même pas, mais du moins, c'est très difficile. Il y a des jolies femmes un peu minces, il y a des jolies femmes aussi grosses. Alors... Quand on parle d'une femme, d'abord, c'est pas... selon les critères, moi je dirais que ce n'est pas la personne physique, le profil, c'est par rapport au comportement de cette femme-là. Parce que si on revient déjà dans la Bible, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, dans la pensée de Dieu, Dieu a appelé la femme en hébreu Ezer Neged, qui veut dire une partenaire égale ou semblable à l'homme. Donc cette partenaire-là, ce n'était pas la personne physique d'Ève, mais c'était les potentiels que Dieu avait mis en Ève. Ce qui veut dire, pour trouver une femme, il faut voir les potentiels que cette femme-là a en elle. Là, c'est selon moi. Moi, j'aime bien plus le vu des dos, le vu de face, comme ça, c'est bon. Cela veut dire que, non, premièrement, comme le vu de face, la femme doit être très jolie, elle est souriante et puis un peu claire, peut-être c'est ça. Mais le vu des dos, elle doit avoir le postérieur. Ouais, le postérieur, là, c'est bon. C'est-à-dire que donc, le feston, il a de grosses fesses là, tu vois, elle marche bien, c'est un peu assurant, ouais. Peut-être c'est ça. Oui, d'abord, profil de bosso, ezaki d'abord beauté extérieure. Donc, on a monaki madame nanga, na sepela qui d'abord na beauté extérieure. Après, on a s'approché pas naé, après quelques temps, caractère naé, et ça là qui que nazala naé, petit na balaé. D'abord, il a mingi attiré qui n'a pas naé, et ça ka zela lino ya mwasi nanga les atira inga liboso et surtout que ceux qui aseki moi matama ezokota alo eloko ya atira inga mingi nde ya mwana tango na mona ki biloko wana na démarche na yepe atira inga makasi tango na moni azokende azotambola na observa ki et puis na aborda ki mbala moko te nazwa ki temps ya ko étudier na ndenge na zomona ye na caractère extérieur wana tango ya atirenga na s'approcher na ye tango na moni que caractère intérieur et ça là qui bien alors on a joué qui décision na tia na ndako na balaye ndena yaki ko balaye. L'usage du préservatif précisément dans le mariage, mais aussi qu'est-ce qu'un bon mariage? C'est des questions que nous avons posées à un homme de Dieu. Écoutez-les. Ici, je parle comme un pasteur de tout le monde, des chrétiens, de ceux qui ne sont pas chrétiens. Bon, dans un bon mariage, là, nous prenons pour la fidélité entre conjoints. Donc l'homme doit être fidèle à sa femme, la femme également. Mais dans le monde actuel, c'est devenu un peu compliqué. Il y a des gens qui sont en train de déraper, qui n'observent plus la fidélité par rapport à leur engagement du mariage. Et par rapport à ça,
le conseil que nous donnons, ce n'est pas de porter le préservatif. Non, nous disons simplement que l'homme doit s'abstenir. Ça, c'est le premier conseil. L'homme doit s'abstenir par rapport aux femmes du dehors. La femme également doit rester fidèle à son mari. C'est ce que la Bible nous recommande. Alors, penser que le préservatif, c'est le moyen qu'il faut pour se garder de certaines maladies, ça c'est la médecine. Mais nous pensons que le moyen le plus efficace, parce qu'il y a des gens qui savent que pendant l'acte, ce préservatif-là déçoive aussi. Ça déçoit. Tu vois? Mais le moyen le plus efficace, c'est ce moyen-là dont nous parlons, la fidélité et l'abstinence. Il faut s'abstenir, il faut être fort. Mais cela prouvera, quand on s'abstient, pendant qu'on est ensemble, cela donnera aussi confiance à l'autre, même quand vous serez en voyage ou pendant que l'autre sera malade. L'autre aura confiance que mon mari ou ma femme n'ira pas voir ailleurs parce que quand je suis indisposé, mon mari ne va pas ailleurs. Tu vois? Quand mon mari est en voyage, moi aussi je ne vais pas ailleurs. Tu vois? Et ça c'est très important, surtout pour nous aujourd'hui. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens théoriques, mais nous devons être des chrétiens pratiques. Des gens qui pratiquons la parole de Dieu. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Donc là, je conseille tout le monde, à tout point de vue, à tous les niveaux de la vie sociale, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez militaire, policier, que vous soyez médecin, entrepreneur, homme d'affaires, que vous soyez mécanicien, que vous soyez élève, que vous soyez étudiante, ou même dans cette profession que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je vous conseille d'être fidèle. Pas de préservatif, la bonne fidélité, la prière, ok, mais on enregistre beaucoup de cas de grossesse précoce à travers la ville de Kinshasa et partout en République démocratique du Congo, comme c'est aussi le cas ailleurs à travers le monde. Et notre dossier du jour se consacre justement sur les grossesses précoces. Il est signé Patricia Panzou. L'adolescence, une priorité de plus en plus difficile à gérer. L'étude démographique de santé publiée en 2007 a fait état de 20% des grossesses en RDC provenant des adolescents. Les grossesses précoces s'expliquent par la pauvreté, le manque d'instruction et d'information, sans oublier le mariage précoce et la faible utilisation des méthodes de contraception. Ma première grossesse était un accident. Après, j'ai rencontré un autre homme et je suis encore tombée enceinte. Je ne m'attendais pas à ça. Deux fois, j'utilise le préservatif et deux fois, non. Mais je n'ai jamais compris comment cela est arrivé. Je calcule bien mes dates de règles. C'était seulement une erreur. Je suis tombée enceinte à 16 ans. Oui, j'ai accouché. Mon enfant a 3 ans et depuis, je suis restée à la maison. Je n'étudie plus car j'ai beaucoup de difficultés. Ces grossesses précoces s'accompagnent également des multiples complications avec comme conséquence les problèmes sur le plan de la santé, de la vie en société et même les études. J'ai arrêté les études lorsque je suis tombée enceinte. Et depuis que j'ai accouché, j'ai envie de reprendre les études, mais je n'ai pas de moyens. Le père de l'enfant existe, mais il ne s'occupe que de son enfant. Mais mon souci est d'étudier. Ces jeunes mamans, qui pour la plupart regrettent ce qui leur est arrivé, ne bénéficient d'aucun appui moral et psychologique. Je peux aussi faire quelque chose de bien pour qu'on m'applaudisse plus tard. L'accouchement ne m'empêche pas d'évoluer. Avoir un enfant, c'est difficile. Et le prendre en charge aussi. Ça fait plaisir de voir une personne avec son enfant, mais il ne faut pas oser. C'est dur. Moi, j'ai osé, mais je vous le déconseille. Elles sont rejetées et chacune de son côté se lance dans un métier informel afin de se prendre en charge, même pour son bébé. Lorsque j'avais accouché, mon père était très fâché. J'ai arrêté les études et il ne veut plus payer mes études. Je me débrouille seule. Je vends du foufou au lieu de chercher des hommes. J'ai des personnes pour me prendre en charge. Ce problème de société et de santé pourrait bien être évité si toutes les précautions sont prises à temps.
Il est clair que lorsque l'on décide de commencer à mettre au monde, on doit bien planifier. C'est ce qu'on appelle le planning familial. Il incombe une procédure et beaucoup d'indicateurs. Je vous prie de suivre cet élément. Le planning familial accueille tous ceux qui, à un moment de leur vie, rencontrent de difficultés d'ordre conjugal ou familial. Il informe sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, et les maladies sexuellement transmissibles. La planification familiale, en termes simples, c'est la programmation de la survenue des grossesses, tout en respectant un intervalle entre deux enfants, cet intervalle qui est de 2 à 3 ans, et en tenant compte de la santé de la mère qui doit porter ses grossesses. Bien sûr, du revenu familial parce qu'il faut prendre les enfants en charge. C'est le meilleur facteur du développement de tout un pays. Il n'y a pas tellement les inconvénients. Tandis que ça nous rend quand même la vie bien pour diriger quand même notre façon de vivre. Pour moi, la planification familiale, c'est bien pour équilibrer l'écart d'âge entre les enfants. Les avantages sont considérables. Au plan médical, l'hygiène de la reproduction, la santé maternelle et infantile, également pour la survie de l'enfant. La planification familiale contribue à la réduction de la mortalité maternelle. La femme qui planifie évite de trop solliciter la matrice. Parce que cette matrice-là, si elle la sollicite chaque année, la femme aura beaucoup de problèmes de santé. Elle peut mourir de cette grossesse-là, suite à l'hypertension ou d'autres problèmes qui peuvent être révélés par des grossesses. Elle peut avoir des problèmes cardiaques parce qu'elle force son cœur à changer de rythme chaque année. Et puis cette matrice peut se rompre, cette matrice peut perdre l'élasticité. Elle a accouché, l'utérus reste grand dans la cavité abdominale et ne reprend pas sa place. C'est l'atonie utérine, elle va saigner jusqu'à mourir si on ne prend pas rapidement en charge. Bon, cet utérus, beaucoup sollicité, après l'accouchement, peut faire un prolapsus, c'est-à-dire que ça quitte sa place, les ligaments sont fatigués et lâchent l'utérus. On voit même les cols au niveau de l'orifice vaginal. Mais cette femme qui planifie n'aura jamais une grossesse non désirée et ne va jamais être tentée de faire un avortement. Donc, elle épargne aussi sa vie par rapport à la grossesse. Il faut aller quand même à moi si à cause de la machine, il faut aller moi si faut pas payer. Tant que moi ça paiement, nous autres zozonga kitoko, azo que régénérer à tout moment, il peut aussi séparer. C'est pas bien de mettre au monde chaque année parce que premièrement là vous vous abîmez vous-même parce que le corps d'une femme quand vous mettez au monde comme vous voulez, vous allez qu'est-ce que je dirais vous vieillissez, vous allez vieillir si tôt. À chaque fois que la femme met au monde, la femme risque de perdre d'abord la santé. Et les enfants qui seront nés, ils risqueraient de perdre d'autres enfants à cause de multitudes des enfants. Elle va éviter ce que nous appelons les 4 trop, donc des maternités à haut risque. C'est-à-dire, les premiers trop, c'est les grossesses. Elle va éviter les grossesses trop précoces. C'est-à-dire les grossesses qui arrivent avant 18 ans. Ce sont des grossesses à risque, elle peut perdre sa vie facilement. Elle va éviter les deuxièmes trop, qui sont des grossesses trop rapprochées. Des grossesses qui arrivent avant 2 ans. Elle a accouché, avant 2 ans, elle tombe encore enceinte. Là, elle sollicite trop sa matrice, elle ne repose pas sa matrice. Donc, elle va éviter ce genre de grossesse. Elle va éviter des grossesses trop tardives. Celles qui viennent après 35 ans, elle a 40 ans, 50 ans, elle continue à concevoir. Avec la planification familiale, elle peut décider de ne plus avoir des grossesses qui sont à haut risque avec les grossesses trop tardives. Alors, elle va éviter les 4e trop qui sont des grossesses trop nombreuses. C'est-à-dire les grossesses qui dépassent déjà 5 enfants. À partir de la 5e maternité, la femme est vraiment surveillée pendant la conception prénatale, pendant l'accouchement, parce que là commencent aussi les complications. Parlons des méthodes contraceptives dans le planning familial. Le pasteur, nous y revenons, pense qu'on devait faire une démarcation entre la science et la parole de Dieu. Suivez-le. Par rapport à la science, il y a des méthodes déjà que la médecine est en train de donner. Mais par rapport à la parole de Dieu, je crois que Dieu est tellement sage et intelligent. Lui, en faisant l'homme et la femme,
il a tout prévu dans la femme. Dans la femme, il y a des cycles de menstruation, mais il y a aussi des cycles pour la fécondité. Vous voyez? Ce qu'on appelle l'ovulation. Hein. Mais il y a aussi des temps qui sont normaux dans la vie d'une femme. Alors, pour des femmes qui sont mariées, parce qu'ici, il faut différencier. Cette question, elle est posée par rapport aux mariés ou par rapport à ceux qui sont mariés. Mais par rapport aux mariés, c'est question que l'homme et la femme se mettent d'accord. Nous, dans le langage de la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas accordés au préalable. Il faut que l'homme et la femme se mettent d'accord. S'ils ont la connaissance sur la matière, ils peuvent s'entendre pour dire, voilà, pour nous, lorsque nous allons nous marier, nous aurons besoin, par exemple, de 5 enfants ou de 6, tout au plus. Alors maintenant, que faire pour arriver à 5 ou à 6 enfants simplement et puis s'arrêter là, ne pas aller au-delà? C'est ça la grande question. Alors, par rapport à ça, nous, la méthode la plus conseillée par la parole de Dieu, c'est l'abstinence. L'homme doit être capable de s'abstenir par rapport à ses appétits sexuels. L'homme n'est pas un animal. L'homme, c'est un homme raisonnable. Donc, il peut, à tout moment, se dire, maintenant, je sais quelle période il fait chez ma femme. Par exemple, lorsque la femme est pendant sa période menstruelle, l'homme n'ira pas vers la femme. Tu vois, l'homme va s'abstenir. Lorsque l'homme se dit, bon, maintenant c'est le moment c'est l'ovulation qui arrive, nous avons besoin d'un enfant, l'homme peut aller vers la femme. Et lorsque cette période-là est passée, l'homme peut faire le plaisir, parce que dans la vie du couple, il y a aussi ce plaisir-là qu'elle s'y a planifié. C'est ce qu'on appelle les rapports sexuels. Tu vois? Alors, mais par rapport à la planification, c'est un problème d'accord. Ils doivent s'entendre. Alors, lorsque les deux s'accordent, au moment de l'ovulation, s'ils n'ont pas besoin d'enfants, l'homme doit s'abstenir, la femme également doit s'abstenir. C'est un problème de discipline, autodiscipline. C'est la fin de cet essentiel de femmes. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Au revoir.